passe à notre rétrospective des événements de 2017 et on se replonge dans les suites de l'affaire Weinstein. La violence masculine faite aux femmes, c'est un grand problème de société. C'est un problème qui tue. On a quand même un nombre de femmes assez important qui sont tuées par leur conjoint chaque année. Et puis c'est des violences qui sont placées sur ce qu'on appelle un continuum. Donc ça va des violences verbales dans la rue à des coups, à des mutilations. Donc c'est vraiment un problème général. Et je pense qu'en cette époque du MeToo et du balance ton porc, eh bien, c'est peut-être justement le moment de dire que ça suffit. Mais on a beaucoup parlé des violences sexuelles dans le travail ou dans le milieu du cinéma, dans l'espace public, etc. C'est une forme de violence envers les femmes. Il y a aussi les violences qui sont plus tabous, c'est celles qui se passent dans la maison, les violences conjugales, parce qu'on considère que c'est de l'ordre privé. Nous, on dit que ce n'est pas des violences privées, ce n'est pas des accidents, ce n'est pas non plus des violences qui émanent d'individus isolés comme ça, qui seraient pervers ou qui seraient un peu détraqués. C'est des violences vraiment de société. Pourquoi ? Parce qu'elles se passent partout, dans toutes les classes sociales, dans toutes les origines, tous les âges, etc. Et elles sont vraiment liées au système de domination masculine qui imprègne notre société en profondeur, quoi. Il faudrait qu'ils comprennent, les hommes, que c'est un fléau mondial, les violences contre les femmes, que ça coûte cher à tout le monde et que les femmes en ont marre. Voilà, marre, les femmes en ont marre. Quelques réactions prises lors de la manifestation du 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Bonsoir, Myriam Leroy. Alors, on va se replonger un petit peu dans cette déferlante qui a suivi l'affaire Weinstein et qui n'est d'ailleurs pas terminée, mais en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que ce mouvement, vous qui êtes familière des combats féministes et du mouvement féministe, est-ce que ce mouvement vous a surpris, vous ? Alors, oui et non. Ça m'a surpris que ça surprenne autant de monde, en fait. Un peu comme avec le documentaire de Sophie Peters, Femme de la rue. Sur le harcèlement de rue. Voilà, sur le harcèlement de rue. On en avait aussi fait des tonnes après, des débats à la télé, parce que soudain, ça portait à la connaissance du monde entier. En fait, quelque chose que toutes les femmes connaissent, que toutes les femmes savent, mais c'était des expériences qui n'étaient pas partagées. Il y a quelque chose de typiquement, enfin, c'est pas vraiment une omerta, mais ça fait tellement partie de la manière dont on vit, dont on a intégré notre propre domination, qu'on ne partage pas ces expériences-là. Et donc ce partage d'expériences, moi j'y ai assisté, je vais pas dire avec joie, parce que c'est souvent douloureux ce que je lisais, mais en tout cas j'étais heureuse avec une forme de soulagement, oui, et d'assister à ça de mon vivant, parce que j'étais persuadée que de mon vivant, j'assisterais jamais à un changement de paradigme. Et là, j'en suis plus si sûre, en fait. Ça, vous allez nous le dire. Alors, enfin, on en reparlera. Mais sinon, juste pour la surprise ou pas que vous avez eue face à cette déferlante-là, néanmoins, cette libération de la parole, alors, on peut le dire, vous a quand même surpris, parce que vous disiez, j'étais pas sûre d'y assister de mon vivant. En tout cas, à cette libération de la parole. Est-ce que ça vous a surpris ? Oui, ça m'a surpris parce que, alors on sait très bien que sur les réseaux sociaux, en ce moment surtout, la parole féministe est souvent assortie d'un retour de bâton et de beaucoup de haine et de violence sexiste. Il y a des journalistes françaises qui en ont fait les frais, j'en ai fait les frais. Et là, tout d'un coup, c'est comme si les femmes n'avaient plus peur. Il y avait quelque chose de l'ordre de la sororité qui créait une sorte de safe place sur Internet et bien sûr, il y a eu des mouvements de rejet de leurs paroles, mais il y avait quand même une sorte de confiance, parce que le mouvement était global, mondial, il n'était pas organisé, il y avait l'effet du collectif, spontané, mais l'effet du collectif permettait en fait cette purge. Alors, néanmoins, vous avez publié une carte blanche en plein pendant cette suite et ces témoignages sur les hashtags MeToo et Balance mon porc, parce que vous aviez envie de mettre les choses au point sur le type de témoignage qui était apporté, la distinction que certains voulaient faire entre des niveaux de gradation différents, entre le sifflement quand on traverse une rue et le fait de se faire violer. Pour vous, ça participe, tous ces phénomènes-là participent du même mécanisme ? Oui, ça participe de la même idée, l'idée que l'homme a le droit de faire ça, qu'il se sent autorisé à le faire. L'homme ou les hommes, je n'aime pas tellement généraliser, mais certains hommes, en tout cas, se sentent autorisés à faire ce genre de choses. J'ai une anecdote personnelle qui m'est arrivée, c'est qu'il y a quelque temps, j'étais dans la rue et il y a un vieux type qui a enlevé son pantalon et son slip devant moi. Et bon, c'était quand même relativement surprenant. J'en parle au copain que je rejoignais au restaurant et il est hilar. Il me dit « Oui, mais bon, c'était un vieux bourré. » Mais peut-être, mais déjà j'en sais rien, mais peut-être c'était un vieux bourré. Mais est-ce qu'une vieille bourrée, est-ce qu'elle s'est déjà déculottée devant toi dans la rue ? Non, il n'y a pas de symétrie en fait, il n'y a pas de miroir. Alors, est-ce que tout ça pourrait déboucher sur un mouvement de fond, vous pensez ?
Mais je pense qu'il est là, je pense qu'il est à l'œuvre en fait. Le mouvement de fond, c'est la libération de la parole, c'est porter à la connaissance du plus grand nombre ce que c'est en fait la vie de 52% de la population mondiale, et c'est déjà énorme. C'est une information que manifestement beaucoup n'avaient pas en leur possession. Pourtant, elle était facile à remarquer, elle était relativement visible. Mais je pense, oui, que ça change les choses. Ouais, mais au-delà de ça, au-delà de ces témoignages qui effectivement sont importants, de cette libération de la parole, vous l'avez d'ailleurs dit vous aussi, c'est vraiment cette espèce de mécanisme, de structure, de domination masculine qui est visée. Et est-ce qu'à ce niveau-là, les choses pourraient, ou sont en train de bouger, ou pourraient bouger? Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Et moi, je sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui lâchent, quoi. Je sens qu'il y a aussi beaucoup plus de femmes qui se revendiquent féministes aujourd'hui, alors que hier, c'était perçu comme un gros mot et quelque chose, une sorte de label déshonorant. Aujourd'hui, c'est même critiqué pour ça, perçu comme étant à la mode. Mais pourquoi pas? Moi, ouais, c'est peut-être une récupération marketing pour certains, mais pour d'autres, en tout cas, peut-être que leur montrer que ça peut être cool, en fait, d'être féministe. Et que ça ne fait pas de nous des êtres hargneux, des féminazies hargneuses au visage peu avenant, ben tant mieux en fait. Et peut-être que c'est un prisme de lecture aussi pour des phénomènes ou pour des événements qui se produisent. Je pense par exemple au choix de Damso pour réaliser l'hymne des Diables Rouges, qui a été critiqué par un certain nombre de femmes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, on m'a demandé d'écrire une chronique sur Damso pour le magazine politique Wilfried. Donc, je me suis fait toute sa discographie. J'ai écouté tous ses albums, tous ses featuring. J'ai écouté la plupart de ses interviews, en tout cas qui est passé à ma portée, lu pas mal de trucs. Et puis, écouté aussi des réactions, souvent d'hommes, qui disaient « Mais non, enfin, pourquoi tu es heurté par ça? Ce n'est pas ça le sexisme, et ce n'est pas ça ton combat. » Le typique mansplaining qui explique aux femmes heurtées pourquoi elles ne devraient pas être heurtées et qu'est-ce qui devrait être le sujet de leur douleur. Alors, oui, en effet, il suffit d'aller lire les lyrics sur Internet de Damso. Ils sont avant tout sexuels et violents. Et donc la sexualité, il faut pouvoir... Enfin, la sexualité est le terrain de jeu des femmes aussi. La sexualité sans sentiment, dénier ce droit-là aux femmes, ça c'est sexiste. Mais les lyrics de Damso, il y en a plusieurs, et pas qu'un peu, qui posent réellement problème. En gros, dans les textes de Damso, les femmes sont à peu près toutes considérées comme des putes, ce qui n'est pas grave, n'en déplaise à Pascal Smet. Mais ce serait pas grave s'il n'y avait pas toujours le mot sale accolé, soit littéralement, soit dans l'idée. Et des putes à baiser, dans lesquelles se purger. Il y a aussi un grand thème de l'humiliation anale. Il y a aussi des relents homophobes dans ces textes. Où on désigne toujours un faible et un perdant qui est en l'occurrence le pénétré, donc la femme ou l'homosexuel ou l'adversaire à humilier dans le rap game par la pénétration anale. Donc oui, sans conteste. Vous avez vraiment étudié ça de près. Oui, de très près. Sans conteste, Damso, ouais. Il y a des relents homophobes et sexistes. Maintenant, tous les textes ne sont pas comme ça. Damso a énormément de talent et moi-même je l'écoute, donc voilà, chacun ses contradictions. Et j'appelle pas du tout à la censure de Damso. Par contre, je trouve que c'est peut-être un peu maladroit de la part de l'Union belge de convoquer un artiste oui, c'est ça, seulement, mais aussi, dans ce contexte qui n'a pas un répertoire rassembleur. Certes, il aura certainement l'intelligence de proposer une chanson rassembleuse pour le foot. Je m'en fous du foot. Mais son répertoire, cette chanson ne s'inscrira dans un répertoire qui n'est pas rassembleur. Donc moi, je trouve ça juste maladroit. Mais je n'appelle pas à la censure et chacun fait ce qu'il veut. Merci Myriam Leroy, en tout cas, d'être venue nous apporter votre regard sur ce mouvement. Et on verra d'ailleurs ce qu'il donnera dans les prochains mois. On verra d'ailleurs si ces témoignages continueront, parce qu'on sent déjà que pour l'instant, ça ralentit un petit peu. Mais on verra en tout cas si cette libération de la parole aura permis aussi, et peut-être que je vais terminer avec cette question-là, une oreille et une écoute différente de la part des hommes. Vous venez de raconter cette anecdote personnelle qui vous est arrivée et qui a suscité les réactions que vous avez décrites. Est-ce que néanmoins, aujourd'hui, quand on parle de harcèlement, quand on parle de ce type de tout genre confondu d'ailleurs, est-ce que la réception, est-ce que le regard, est-ce que l'oreille portée par les hommes est différente? Je pense, oui. Et encore pour revenir à une anecdote personnelle, et je vais conclure là-dessus, il y a quelque temps, je rentrais chez moi à 1h du matin à pied, et il y a un homme qui arrivait dans ma direction et qui m'a fait la bise, que je ne connaissais pas, voilà. Et j'en ai simplement fait un tweet, mi-amusé, mi-agacé. Et là, j'ai vu pour la première fois des tas d'hommes dire « Oh, on est tout cœur avec toi, c'est terrible cette agression ».
Alors qu'ils n'auraient jamais perçu ça Ouais. comme une agression avant. Ils auraient perçu ça. Ils m'auraient vu comme une peine à jouir de ne pas accueillir la marque de tendresse de cet inconnu. Eh bien, merci en tout cas pour vos témoignages personnels et pour votre regard. Et